Bonjour à tous. Alors, vous êtes bien à la conférence sur l'agriculture urbaine en milieu scolaire qui sera présentée par Dominique Bernier. Je vous rappelle que si vous avez apprécié votre journée, il y a à l'entrée une boîte pour récolter les contributions volontaires. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Dominique Bernier. Bonjour. Alors, merci de vous être déplacé pour assister à cette conférence. Moi, je m'appelle Dominique Bernier, je suis conseillère en éducation pour un avenir viable à la Centrale des syndicats du Québec. Puis, en fait, un de mes rôles principaux, c'est de m'occuper avec mon collègue du mouvement des établissements verts Brundtland. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Les établissements verts Brundtland, c'est un mouvement qui regroupe 1400 établissements au Québec. Ce sont des établissements scolaires, principalement, notamment primaires et secondaires, mais aussi des CPE, des cégeps, des facultés universitaires et quelques autres types d'établissements comme des MRC. 1400 établissements, ça représente la moitié environ des écoles au Québec. Donc, c'est plusieurs écoles qui se sont donné un projet particulier, c'est-à-dire se sont donné comme mission de développer chez les jeunes le sens de l'engagement en faveur de 4 valeurs: l'écologie, le pacifisme, la solidarité et la démocratie. Et parmi ces valeurs, en fait, pour faire la promotion de ces valeurs-là, l'agriculture urbaine est un moyen très intéressant que de nombreuses écoles ont choisi, parce que ça leur permet, et je vais le présenter en fait durant la conférence quand on va être rendu aux exemples inspirants, ça leur permet d'inspirer les jeunes et de leur faire prendre conscience de l'importance de ces valeurs-là et de mettre en pratique des actions concrètes pour répondre aux problématiques actuelles en matière, autant que l'agriculture urbaine, ça touche beaucoup l'écologie, bien sûr, mais ça touche aussi la solidarité parce qu'on parle de souveraineté alimentaire, on parle d'aide alimentaire aux plus démunis parfois aussi. Alors, dans le réseau des établissements verts Brundtland, grâce à ce réseau, c'est 250 000 jeunes et plus de 50 000 adultes qui sont conscientisés année après année parce qu'ils œuvrent dans l'une ou l'autre des écoles dont on fait partie. Et on a recensé pour l'année 2013 et 2014 649 projets agricoles ou horticoles au sein de ces établissements-là. Donc, ça va de projets de semis en classe jusqu'à la création de plates-bandes et de la plantation d'arbres fruitiers jusqu'à même des serres en milieu scolaire. Donc, je vais vous montrer quelques projets intéressants tout à l'heure, mais c'est pour vous donner un peu une idée de l'ampleur du phénomène, et c'est un phénomène qui est en croissance. L'agriculture urbaine, on le sait, est en croissance dans la population en général, et c'est aussi le cas dans le milieu scolaire, on est très, très contente de ça. Moi, comme j'ai une formation en agro-environnement, je suis vraiment contente de voir, puis je tripe sur l'agriculture et le jardinage, je suis vraiment contente de voir que de plus en plus d'écoles s'intéressent à ça et se servent de l'agriculture urbaine pour enseigner des valeurs à des jeunes et leur donner le goût de s'engager pour faire une différence dans la société. Un des projets qu'on a développé en collaboration avec Oxfam Québec, c'est le projet Semer la solidarité. En fait, l'idée, c'est de permettre aux jeunes, c'est des profs en général, des architectes, des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les acronymes du milieu scolaire, qui se mettent qui démarrent un projet de semis à l'intérieur de leur école. Alors, ça peut être seulement une classe, ça peut être l'école au complet, qui vont simplement partir des semis en classe et ce qu'ils vont faire avec ça, en fait, c'est qu'en général, à la fin de l'année scolaire, vers le mois de juin, ils vont faire une vente de plants de légumes ou de fleurs en caissette pour financer différents projets qui se font au sein de l'école. Donc, ils vont financer d'autres activités en lien avec les 4 valeurs que je vous ai nommées tantôt. Ça peut être des voyages d'échange, ça peut être vraiment différents types d'activités, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des sorties dans un centre d'interprétation de la nature ou ce genre de choses-là. Et une partie des profits, en général la moitié des profits qui sont réalisés par la vente de ces semis-là,
sont versés à Oxfam Québec, qui est une organisation qui finance des projets de développement dans le Sud, notamment des projets en fait agricoles dans le Sud, donc des projets d'agroécologie, en particulier au Burkina Faso, au Pérou et à plein d'autres endroits. Donc les jeunes, en plus de développer les compétences que ça prend pour faire pousser des semis, en plus de se familiariser avec le vivant, d'être en contact avec le vivant, ce qui est quand même très très bénéfique, et de voir le fruit de leur travail, ce qui est très bon pour l'estime de soi, vont en plus se rendre compte qu'ils peuvent faire une différence positive pour les pays du Sud. Donc, c'est positif à tous les niveaux et les jeunes, on s'en rend compte au établissement vert de Rotterdam, les jeunes sont friands en fait de faire des projets qui font une différence. Et c'est vrai au primaire, mais c'est aussi très vrai au secondaire, encore plus peut-être. Rendu au secondaire, les jeunes sont en quête de sens, on le sait, et si le fruit de leur travail peut servir à améliorer le monde dans lequel ils sont vraiment, vraiment enthousiastes. Alors là, je vais vous présenter 3 projets qui ont lieu justement au secondaire. Un projet, c'est primaire secondaire, les 2 autres, c'est uniquement au secondaire. Des projets que je trouvais, moi, particulièrement intéressants, particulièrement inspirants. Il y a l'école Cavelier de La Salle, qui est, comme son nom l'indique, à La Salle, dans la région de Montréal, qui a développé un projet de micro-serre. Donc, c'est en fait, l'école avait des projets de jardinage, avait une spécialité horticole depuis quelques années. Cette spécialité horticole-là était dédiée à ce qu'ils appellent les secondaires 1.5 et 2.5. Donc, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas réussi leur première secondaire ou leur deuxième secondaire, qu'on ne peut pas faire passer en 2 ou en 3, mais à qui on juge que ça ne serait pas une bonne chose de leur faire recommencer leur secondaire 1 complet. Donc, ils ont comme un niveau intermédiaire où là, on leur offre la possibilité d'avoir des stages pratiques qui vont compléter en fait leur parcours académique et qui vont leur donner un peu une idée de ce qu'ils peuvent faire sur le marché du travail. Donc, sachant que c'est des jeunes qui peuvent être, disons, portés, on pense qu'il y a une vulnérabilité pour le décrochage scolaire, on essaie de les raccrocher en fait en leur donnant l'occasion de faire quelque chose de très très concret, en particulier l'horticulture. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est vraiment toutes les étapes. Ils vont faire les semis en classe, ils vont ensuite s'assurer que ça pousse. Il y a aussi une production de plantes d'intérieur. Comme vous pouvez voir, eux autres font principalement des fines herbes, des plantes d'intérieur, des fleurs et quelques légumes aussi. Donc, c'est vraiment une production artisanale. Là, on voit un peu la micro-serre. C'est un petit espace, mais ça leur permet de faire pousser des plantes. On voit des plantes de tomates là, qui poussent. Et en fait, ils n'ont pas vraiment de jardin. Ils ont des plates-bandes à l'école, mais ils n'ont pas vraiment de jardin. Alors, les semis sont donnés à une autre école qui, elle, a un jardin, mais pas de serre. Donc, vous voyez qu'il y a un partage super intéressant aussi qui se fait à ce niveau-là. Ça permet aux jeunes de vraiment apprendre la coopération, la collaboration. Et il y a aussi, en fait, c'est ça, ils font pousser différentes choses et ils ont aussi fabriqué des boîtes pour faire pousser des plantes. En fait, et l'objectif de ça, c'est de donner le goût aux gens de la communauté de faire de l'agriculture urbaine sur balcon et donner le goût à différentes écoles. C'était une commande qui leur était venue d'une autre école, de l'école à qui ils vendent les plants, qui voulait avoir des bacs. Et comme ils ont un atelier de menuiserie, ils ont fait les bacs et ils les ont donnés à l'école et ils se sont mis en vente aussi pour promouvoir l'agriculture urbaine dans leur communauté. Fait que c'est vraiment positif. Puis en plus, tout ça génère des revenus qui leur permettent de financer différents projets comme des activités, des sorties, des voyages, etc. Et bien sûr, ça s'autofinance. Les jeunes s'occupent du budget et tout ça, une partie, en fait, les recettes de ça va financer le projet agricole de l'année d'après aussi. C'est seulement les profits qui sont utilisés pour faire des sorties et des voyages. Et un fait intéressant, c'est que l'école Cavelier de La Salle et toute la commission scolaire de Marguerite Bourgeois dans cette partie-là de Montréal, c'est une école où 69% des jeunes sont issus de l'immigration récente.
Donc, c'est 69% qui sont soit nés à l'extérieur du Québec ou soit nés de parents immigrants récemment et dont la langue maternelle, c'est pas le français. Donc, il y a 75 langues qui sont différentes qui sont parlées à cette école-là. Et ils ont remarqué que l'agriculture urbaine, c'était vraiment une façon super intéressante de favoriser le vivre ensemble, le mélange des cultures. Et ça donnait le goût à beaucoup de parents issus de l'immigration qui n'ont pas nécessairement plus de contact avec leur communauté, qui se sentent un peu isolés parfois pour des raisons barrières de la langue, là, bien souvent. Ça donnait le goût aux parents de s'impliquer. Puis ça leur a permis de tisser des liens super intéressants entre les cultures. Donc, ça fait partie du projet éducatif de leur école et je pense que vraiment, ils ont réussi à le faire avec l'agriculture urbaine. Donc, ça, c'est une activité de vente qu'on voit à la fin de l'année avec différentes plantes d'intérieur et on va du basilic, on a toutes sortes de choses là, qui est vendues en fait à la communauté. Et chaque année, en fait, ils changent de place. Ils profitent d'un événement organisé à l'externe pour avoir une table et vendre leurs choses et ça fonctionne super bien. Un autre projet très intéressant, peut-être que vous en avez entendu parler parce qu'il a été quand même très médiatisé, notamment Radio-Canada, c'est le projet Servi de l'école secondaire de Cabano. Cabano, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la géographie, c'est dans le Témiscouata, c'est-à-dire c'est une région du Bas-Saint-Laurent. C'est une région qu'on peut dire, c'est une petite ville dans un lieu relativement rural. Donc, c'est un projet d'agriculture urbaine très innovant et très intéressant aussi, parce qu'en fait, ils se sont dotés d'une immense serre, une serre de 130 pieds de long. Ils ont réussi à financer un projet qui est quand même d'une valeur de 130 000 $. C'est quand même un projet coûteux, sans que l'école ni la commission scolaire ait à mettre une scène. Donc, ils ont financé ça notamment par le plan de lutte à la pauvreté du Québec, parce que leur serre a ceci de particulier que n'importe qui peut y avoir accès, rentrer dans la serre, aller chercher des légumes quand on lui sent. Et autant les élèves que la communauté. Donc, ils ont trouvé vraiment ils ont profité d'un engouement, c'est un prof et un technicien super motivés qui ont été chercher le financement pour réaliser ce projet-là. Ils ont impliqué les jeunes. Vous voyez que en fait, les jeunes participent au montage de la serre. Personne là-dedans avait d'expérience horticole, personne n'avait jamais monté de serre de sa vie. Là. Puis, ils ont réussi à se débrouiller puis à faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, on voit encore la serre, le montage de la serre. On voit qu'il y a des jeunes qui trouvent ça dur, que ça soit dessus pour la tenir aussi pendant que les autres attachent au bord. En tout cas, c'était tout un projet. Une serre de cette taille-là, quand même, ça permet de produire une bonne quantité de légumes. Dans leur cas, on parle de 6 000 livres qui sont produites. Puis ça, c'était lors de leur première année d'exploitation. Donc, c'est quand même 6 000 livres de légumes là, produits. Une partie a été... en fait, les jeunes vont vraiment s'en chercher beaucoup. Donc, à toutes les pauses, il y a des jeunes qui courent. La serre est à peu près à 150 mètres de l'école, parce que on a la chance à Cabano d'avoir des grands terrains. La serre est assez loin de l'école, mais les jeunes, à chaque pause, prennent une course, s'en vont chercher des concombres dans la serre des tomates, en mangent, reviennent en cours ensuite. Mais malgré le fait que ça soit grappillé, au fur et à mesure que c'est mûr, pratiquement, ils sont arrivés à en reverser au centre de femmes, au CLE, Centre local d'emploi aussi. Donc, ils ont des partenariats, dans le fond, avec différents organismes qui redonnent la nourriture, les légumes à des gens en besoin. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que leur projet fait des petits, parce que maintenant, paraît-il, à Cabano, on voit plein de gens qui se sont remis à jardiner, puis de gens qui ont mis des boîtes sur leur balcon pour se faire pousser des tomates, du basilic, etc. Donc là, on voit un peu les plants qui sont partis, parce qu'en fait, l'année passée, ils ont mis leur serre en mars. Donc, avant ça, ils avaient parti plein de plans dans l'espoir d'avoir la serre. Ils n'étaient même pas sûrs qu'ils réussiraient à faire fonctionner le projet quand ils ont démarré les plans à l'intérieur. Mais finalement, ça a fonctionné. Ils ont pu transporter tout ça, en fait, jusque dans la serre par après et commencer à produire pour vrai.
Donc, on voit qu'ils ont mis presque des choses quand même. Ils ont mis des concombres, ils ont mis des tomates, ils ont mis des poivrons. Puis, ils ont axé ça sur différentes variétés aussi pour permettre aux jeunes de développer leur goût et de voir les différences entre les différentes variétés. Donc, c'est ça, c'est vraiment un engouement. Puis, ce qu'ils ont remarqué, leur pari, c'est que ça va donner des bonnes habitudes alimentaires aux jeunes. Puis, effectivement, comme ils ont l'air de vraiment se sentir partie prenante de ce projet-là, puis avoir le goût d'y aller, bien, ils se mettent à manger plus de légumes, là, ça, ils l'ont constaté. Ils ont aussi, on voit un peu les concombres, on voit les jeunes qui ont participé, puis les jeunes se sentent vraiment impliqués dans le projet. Ils ont vu qu'il y avait une grosse répercussion de leur projet aussi, puis ça, je pense que chez les jeunes du secondaire, c'est quand même très important. Oui? C'est les étudiants qui s'occupent de la serre, les élèves avec un technicien, puis un prof. Est-ce qu'elle fonctionne toute Elle fonctionne à l'année, mais elle a commencé en mars l'année passée. Donc, il y a probablement eu une période d'arrêt cet hiver. Je n'ai pas les détails, mais normalement, il y a toujours une pause, là, mais elle est ouverte à l'année. Le but, c'est qu'elle soit accessible en tout temps. Oui? Durant les congés scolaires de l'été, les jeunes. Bonne question. En fait, il y a des bénévoles qui s'impliquent, mais aussi ceux qui sont particulièrement impliqués dans ce projet-là, c'est des jeunes en difficulté d'adaptation scolaire. C'est des jeunes en cheminement particulier très souvent qui vont trouver le plus leur compte là-dedans. Puis les profs font un effort en particulier pour intégrer ces jeunes-là, parce que souvent, c'est le genre de projet qui peut aider à raccrocher ces jeunes-là à l'école, donc ils vont aller les chercher. Puis, il y a un de ces jeunes-là qui s'est développé une passion monstre pour l'horticulture, pour la culture en serre, à tel point qu'ils vont l'engager cet été pour s'occuper de la serre. Mais l'année passée, c'était des bénévoles. Puis des jeunes des jeunes aussi là, qui ont participé durant l'année, qui sont venus sporadiquement à titre bénévole pour participer aux travaux de la serre. Et ça marche tellement bien qu'on peut voir qu'il y a même la cueillette de nuit. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont mis, on ne voit pas très bien, mais il y a quelqu'un ici en train de cueillir, c'est qu'ils ont mis une caméra dans la serre. La serre est ouverte, les outils sont en libre circulation, mais ils n'ont jamais eu de bris ou de vol. Tout ce qu'ils ont eu, c'est de la cueillette quand même intensive. Donc, ils ont mis des petits panneaux pour dire prenez-en selon vos besoins, s'il vous plaît. Puis ils ont mis une caméra pour voir quand même au cas où il y avait un bris, ce qui se passerait. Puis, il n'y a rien arrivé, mais ils ont constaté qu'il y avait des gens qui venaient la nuit parfois se chercher des légumes. Donc, après une petite soirée chez vous, il y a bien mieux qu'un bon concombre. Puis là, en fait, je vous présente, je pense, mon coup de cœur. C'est l'école spécialisée des remparts et sa coopérative Les Mains de Champlain. L'école spécialisée des remparts, c'est une école qui est à Longueuil. Qui s'adresse à des jeunes avec des troubles graves du comportement et de l'adaptation. On parle aussi de troubles de santé mentale, de violence, des cas, des jeunes poqués, de la vie, là-bas, il y en a. Puis c'est une école qui publique, c'est toutes des écoles publiques là, dont je vous ai parlé, c'est une école qui a mis le paquet, en fait, pour aider ces jeunes-là. En fait, ce qu'ils appellent, c'est ils veulent augmenter le coût de la vie. Moi, je trouve ça très beau, c'est pour augmenter le coût de la vie, mais c'est le coût de la vie chez ces jeunes-là, et ils le font, entre autres, par l'agriculture urbaine. Et c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, parce que cette coopérative-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est complètement gérée par les élèves. Le conseil d'administration, c'est des élèves. Ils font le budget, ils font la promotion, ils s'occupent du site web, ils font tout. Alors, c'est vraiment de A à Z géré par des élèves qui souvent ont une faible estime d'eux-mêmes. C'est des élèves qui ne fonctionnent pas dans le milieu scolaire régulier, donc ils ont dû aller dans une école particulière. Donc souvent, il y a tout un bagage qui vient avec ces élèves-là qui font qu'ils n'ont pas nécessairement de confiance en eux ou d'estime d'eux nécessaire. Ils ne pensent pas, quand ils arrivent là, qu'ils sont capables de faire ces choses-là. Mais ce projet-là les amène, leur montre qu'ils peuvent faire quelque chose de super bien. Et la coopérative Les Mains de Champlain, c'est en fait
les jeunes bénéficient d'une grosse partie des légumes qui sont produits, mais aussi la plus grosse partie est reversée à un organisme communautaire qui est juste au côté de la rue qui s'appelle l'Entraide chez nous. C'est un organisme d'aide alimentaire. Et c'est les jeunes eux-mêmes qui vont porter ça là, au bord de la rue à chaque jour. En fait, la récolte de la journée, après qu'eux se soient pris des choses pour chez eux, ils vont porter ça là-bas et ils sont vraiment, ils voient les gens aller se chercher des légumes, ils voient les gens sortir avec le sourire. Puis ça, pour eux, là, c'est... tantôt, je vais essayer de vous montrer une vidéo dans laquelle on les voit. Mais ça, pour eux, là, c'est vraiment quelque chose, là, parce que ça leur montre que eux qui sont un peu des élèves considérés comme parfois dangereux, des cols, des gars, beaucoup de garçons, là, des jeunes là, vraiment auxquels en général les gens ne font pas nécessairement confiance. Là. Et se rendre compte qu'ils sont capables de rendre d'autres personnes heureuses par leur production, par le travail de leurs mains, c'est magique. C'est magique l'effet que ça peut faire sur ces jeunes-là. Donc je vais vous montrer leur jardin. Ça, c'est quand ils ont enlevé l'asphalte de la cour d'école. Ils l'ont conservé, en fait, pour faire des plates-bandes. Et ça, c'était pour en fait, des plates-bandes de fleurs, parce que dans l'asphalte, c'est peut-être pas une bonne chose de faire pousser des plantes alimentaires. Mais en tout cas, ils ont quand même aménagé leur terrain en récupérant le plus possible de ce qui était enlevé. Donc, ils font tout, là. Ils planifient le jardin, ils font vraiment ça de A à Z avec une technicienne et un prof très, très motivé qui a démarré le projet. Alors, ils ont aussi construit une remise, donc il y a des jeunes là-dedans qui n'ont pas nécessairement la fibre horticole, mais qui se sont rendus compte que la construction, c'était pas mal leur truc, là. Donc, tu sais, ça crée des vocations parce que l'agriculture urbaine, il y a plein d'activités qui gravitent autour de ça. Peuvent permettre à des jeunes de se trouver des vocations. Et on construit une petite pergola comme ça. C'est un jardin complètement biologique aussi. Il y a en fait, ils font très, très attention à la biodiversité, donc il y a des bains d'oiseaux. Il y a vraiment, c'est un jardin très, très accueillant. Il y a un bassin, comme vous pouvez voir, il y a une récupération de l'eau de pluie qui est complète aussi. L'arrosage se fait par la récupération d'eau de pluie. Et aussi, en fait, la cafétéria de l'école est alimentée par la production du jardin. Et la cafétéria elle-même est gérée par les élèves aussi. Donc, c'est vraiment cyclique. Et il y a du compostage qui est fait à l'école et le compost retourne au jardin. Donc, c'est vraiment un circuit fermé. C'est vraiment parfait comme projet. Quand on est aux EVD, qu'on voit des projets comme ça, on se dit, mon Dieu, ils ont vraiment compris ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait qu'ils se développent parce que c'est autant au niveau social qu'environnemental, c'est vraiment exemplaire. Donc, c'est vraiment des très, très belles plateformes. Ils ont vraiment tout construit de A à Z. On voit le compost de l'école, donc ils s'occupent aussi. Ça, c'est la petite pergola. Donc, on voit que ce n'est pas un terrain qui est nécessairement très grand, mais c'est vraiment très, très productif. Je n'ai pas les données. Je sais qu'ils remettent 2000 livres de légumes à l'organisme Entraide chez nous. Mais il y en a une grosse partie aussi qui sert à alimenter la cafétéria de l'école puis qui retourne directement aux élèves pour amener chez eux. Donc, en tout, c'est vraiment beaucoup de légumes. On voit la serre tout au fond, parce qu'ils ont dit ça. Moi, je peux demander, parce que le potager, ce projet-là, c'est l'été, ça pousse. Les enfants vont voir pourquoi l'été, qui s'occupe de ça. Il y a des jeunes qui vont bénévolement durant l'été. Il y a la technicienne horticole qui, je crois, est là à l'année aussi. Mais en fait, eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une école particulière et ils offrent des stages. Okay? Donc, il y a beaucoup d'élèves qui sont engagés comme stage durant l'été pour s'occuper de ça. Parce que c'est des élèves qui ne pourraient pas, quand ils arrivent là, ils n'ont pas les qualités requises pour aller faire un stage à l'extérieur, un stage en entreprise. Donc, ils leur offrent un stage au sein de l'établissement, dans un milieu plus sécurisé, si on peut. C'est sécurisé pour le jeune, là, parce que plus c'est d'aider les jeunes à se reconstruire, donc ils le mettent dans un contexte de stage avec les intervenants, avec tout ce que ça prend en fait pour que le jeune puisse développer ses qualités, puis
pas être tout de suite en échec, là, parce que c'est des jeunes qui sont habitués d'être tout de suite mis en échec. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire bien les choses. Alors, ce milieu de stage-là permet, c'est comme un peu différent d'une école standard, en ce sens que c'est ça, il y a des jeunes tout l'été qui vont participer à ce projet. Donc, on voit un peu. J'ai mis beaucoup de photos du jardin, mais je le trouvais tellement beau. Je me disais, les amateurs de jardinage, ça. Puis on voit très bien que c'est en milieu urbain et scolaire. Et on réutilise aussi beaucoup de matériel comme les palettes là, pour se faire des petits bacs à l'église. Ça, c'est la serre, bien sûr. C'est une serre qui est quand même moins grande que celle de l'école Cabano. C'est une serre qui a une cinquantaine de pieds de long, mais quand même d'une bonne dimension qui leur permet de partir des plans. Ils ont un partage aussi avec une école, un peu comme l'école Camille de la Salle dont je vous ai parlé tantôt. Ils fournissent des plans à une autre école qui a un jardin aussi. Puis eux, en fait, leur jardin que je vous ai montré tantôt, c'est un jardin collectif. Donc, il y a des gens aussi de l'extérieur qui viennent travailler sur le jardin. C'est vraiment très lié à la communauté. Donc, c'est ça. C'est une salle qui permet de partir beaucoup de choses à l'intérieur, qui est ouverte à l'année aussi. Et ça, c'est une partie des jeunes, en fait, parce qu'ils ont gagné plein de prix, cette école-là. Alors ça, c'est nos jeunes au Palais des Congrès à Québec, sur leur 31, habillés chic pour aller recevoir l'un des prix qu'ils ont reçus, le prix de l'entrepreneuriat 2013. Je pense qu'ils ont gagné les Phoenix de l'environnement déjà. Ils ont vraiment, je pense qu'ils ont 4 prix à leur actif là, depuis le début du projet de ça. Ça aussi, vous pouvez vous rendre compte que pour un jeune qui a des problèmes de délinquance ou autre, des gros problèmes de déficit d'attention ou autre, aller recevoir un prix au centre des congrès là, pour le travail, pour les légumes que tu as fait pousser, puis les efforts que tu as mis dans un projet, c'est vraiment gagnant. Là, il y avait une vidéo, mais je ne sais pas si vous allez entendre. Est-ce que vous entendez? C'est important de vous présenter la vidéo qu'on a réalisée avec Oxfam Québec sur cette école-là parce qu'on entend les jeunes parler du projet eux-mêmes, puis quelle meilleure façon de se rendre compte de l'impact d'un projet que de laisser la parole aux jeunes. Puis en fait, dans le fond, avant de présenter la vidéo, ce que je peux dire, c'est que de ce que j'ai vu, moi, l'agriculture urbaine a vraiment un impact super important sur les jeunes. Puis ces graines-là qu'on sème chez notre jeunesse, ça va porter fruit plus tard parce que ces projets-là qu'ils ont fait en classe, ils ne feront pas tous des agriculteurs, des horticulteurs dans leur vie, mais ça crée quand même un contact avec la nature, ça permet de lutter contre le décrochage nature aussi, ça leur permet en fait d'avoir davantage de compréhension des enjeux, de se soucier davantage du vivant en bout de ligne. Ça peut leur donner le goût de mieux comprendre les enjeux, de s'impliquer davantage à plusieurs niveaux. Oui? Avec quel budget ils fonctionnent? Est-ce que c'est des budgets scolaires? C'est des budgets, en fait, les écoles, vous savez, les écoles publiques au Québec n'ont pas d'argent. Il ne faut pas penser que ça vient des écoles, merci. Ça ne vient pas nécessairement des écoles, donc ils vont se financer auprès de partenaires dans la communauté en général. Il y a aussi quelques fondations, là, comme la Fondation Monique Fitzpatrick, qui est assez reliée aux établissements d'art en plan, qui vont leur permettre d'avoir 1 000 ou 2 000 $ pour amener leur projet. Mais très souvent, c'est fait avec le jus de bois, comme on dit. C'est des profs qui s'impliquent, qui mettent de leur temps, de leur argent, très souvent aussi. Puis, qui vont chercher des commandites dans la communauté. Donc, on va espérer que vous puissiez entendre la vidéo. Partout dans vos communautés, vous ne savez pas, mais il y a plein de gens capables que ça. Ça crée une synergie. Les gens s'impliquent parce qu'ils y croient.
c'est quand même quelque chose. L'école Hélène de Champlain fait partie d'un vaste réseau d'établissements québécois qui œuvrent pour un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. Ce réseau, les établissements vers Brunford. L'approche de la pédagogie de l'espoir, en fait, c'est de montrer aux jeunes qui peuvent avoir une influence sur le monde, qui peuvent changer des choses qu'ils voient autour d'eux qui ne sont pas correctes, en commençant par des petits gestes qui sont accessibles, qui sont faciles à poser dans leur quotidien ou dans leur environnement immédiat. C'est-à-dire, je ne reçois pas la connaissance, j'agis sur la connaissance, je transforme mon milieu. Si j'améliore mon milieu, le milieu dans lequel j'habite, là où je vis, nécessairement, ça a un impact sur la planète. De le pouvoir faire, ça les sensibilise, donc c'est sûr que juste un petit projet comme ça, tu vas avoir une très grande envergure. Quand on parle des problèmes d'alimentation dans le monde, je pense qu'il y a un lien direct à faire avec le fait que souvent ici, on est un peu déconnecté de nos moyens de production. On peut avoir l'impression de ne pas avoir d'influence sur la nourriture qu'on mange, mais en commençant par des petits gestes, cultiver un potager, ça nous permet de reprendre le contrôle sur ce qu'on consomme. Ce qu'en partant, ce qui s'est imposé, c'est que ça serait des légumes bio. Nous devions avoir au moins une possède d'empreinte écologique. Le réseau ADB lance le défi d'apprendre à vivre ensemble sur une planète où les ressources et l'espace sont limités. On a des engrais biologiques le plus possible. Le légume est meilleur. Puis c'est un geste pour les générations futures qu'ils vont avoir un terrain non contaminé. On fait le cycle dans le fond. On récupère le pluie, on produit ici, on donne à la cuisine va au compost, ça l'aide à faire nos plats. On a recyclé le sphère qu'on avait brisé pour faire la serre, puis on l'a remis en plate-bande. C'est assez extraordinaire de voir des gens pour les troubles de la conduite et du comportement dire hey, je suis fier d'être Hélène de Champlain, je suis fier que les gens connaissent qu'on est capable de faire quelque chose. Mais là, on a vraiment un but, c'est aider le monde qui nous entoure. Ici, on envoie 80% de nos récoltes. L'autre côté de la rue se trouve l'entrée de chez nous. Ce projet vise à la sécurité alimentaire des gens du quartier. Donc déjà, ça, c'est un geste concret. On tente une part de temps, mais on sait que ça va nourrir des gens. Donc c'est de l'action concrète. Dans ce sens-là, c'est porteur d'espoir. Dans un EDB, on pose des gestes concrets pour contribuer à la construction d'un monde meilleur. Un établissement EDB est ouvert à la communauté et affiche ses réalisations avec eux. Quand on voit des personnes qui sortent de l'entrée chez nous, c'est la plus belle chose que vous pouvez voir au monde. Ils sortent tous avec un gros sourire. Ce qui est merveilleux, c'est que les jeunes s'investissent dans la terre ici et ça a une répercussion directe dans la vie des jeunes de l'autre côté. Ça, c'est vraiment important pour nous. Ça paraît que pour les aides, là, plus de sourire et tout, quand ils sortent de leur travail. En agissant sur le réel, en transformant les lieux dans lesquels ils vivent, ils laissent leur empreinte. Et tout ça est amené avec l'estime de soi. Ils sont là aussi pour apprendre le travail d'équipe. C'est important parce qu'ils travaillent tout en équipe. Les habiletés sociales, ils travaillent aussi sur eux-mêmes. En plus, dans l'environnement, ça aide beaucoup l'école, puis ça aide les jeunes. En utilisant ces magnifiques cours d'école qui sont là autour de nous, nos parcs dans les milieux urbains, en les transformant en petites fermes de production, on rapproche à la fois les citoyens de la production, on l'implique dans la production, mais aussi ce qu'on fait, c'est qu'on met sur le bout, parce qu'on vient d'éliminer le transport. Alors qu'on produit suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde, il y a quand même près d'1 milliard de personnes sur la planète qui ne mangent pas à leur faim. Donc ça démontre très bien que le système alimentaire fait fausse route et est défaillant. C'est tellement grave qu'on a l'impression qu'on peut pas agir, alors que c'est totalement faux. Quand tu t'occupes de tes affaires chez vous, tu agis sur la planète. Quand on check ça, on s'aperçoit qu'on est capable d'influencer d'autres écoles à faire la même affaire que nous. Il ne faut pas hésiter. Dès qu'on est convaincu, il s'agit de communiquer son intention. Et vous allez voir, c'est incroyable à quel point ça touche les gens et à quel point vous allez avoir de l'aide.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans la plupart des cas, leurs concurrents, si je peux m'exprimer ici, c'était des états privés, des gens qui avaient des moyens extraordinaires. On a pas mal tout un trouble de déficit d'attention. Pas mal, je dirais même tout. Même les profs. Wow! Ça nous aide pas mal à nous concentrer. C'est comme il disait, on est dyslexique. Pas dyslexique. Ah! Pas cool! Pas cool! Encore plus, ça. Tout le monde travaille. Vous avez déjà quoi des glossaires? Chacun fait son trou, ok? C'est bon? Ok. Donc là. Et voilà, donc c'était la petite vidéo qui a été faite en grande partie par les élèves de cette école-là aussi. Là, on fait le scénario, tout ça. Donc, je voulais vous la montrer parce que moi, je trouve, personnellement, je les trouve très inspirants. Alors, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre dans la mesure des capacités. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé.